d'attente. Pour ces petits inconvénients, la loi de Murphy. Au début, ça a commencé à Babylone, en Mésopotamie. C'est là que ça a commencé, et à Babylone. Il y avait un roi. Et ce roi s'appelle Hammurabi, d'où le nom que vous voyez au-dessus. Et Hammurabi avait la sagesse chaque fois d'innover et d'établir de nouvelles idées qu'il commandait. Alors il s'adressa un jour à son ministre et lui dit que dorénavant, à partir d'aujourd'hui, je voudrais que chaque fois qu'il y a une transaction dans mon empire, une transaction entendue par ça, une vente ou un achat, je voudrais avoir les informations suivantes: la date de la transaction, l'objet de la transaction, celui à la base de la transaction, le vendeur, l'acheteur et l'objet de la transaction. Et le vizir à l'époque lui dit: nous ne pouvons pas le faire, réaction tout à fait normale qui perdure depuis, parce que nous n'avons pas encore de quoi écrire. Et le roi lui a dit: vous allez écrire ça sur les peaux d'animaux, sur les os, sur le sable, sur la pierre, ou alors la tête sera tranchée. Et en fait, à cette époque-là, ce que M. Hammurabi avait en tête, c'est ceci, sauf qu'il n'avait pas encore la technologie. L'idée d'avoir des transactions, et nous n'avons pas bougé d'ailleurs là depuis, nous avons encore des feuilles Excel pour transcrire des transactions sur les objets qui sont vendus. Et avec le temps, ça s'est transformé, c'est devenu ce que les Américains ou les Anglais appellent le ledger. Ledger, c'est le grand livre, ou encore une fois, nous avons les dates des transactions, l'objet de la transaction, celui qui est à la base de la transaction, et le vendeur et l'acheteur. Et en fait, ce ledger a évolué avec la technologie pour arriver à cela. Vous l'avez deviné, où je vais en venir, en 4000 ans, nous sommes arrivés à ce qu'on appelle la blockchain, qui est exactement cela. Chaque transaction sera enregistrée avec la date de la transaction, l'objet de la transaction, celui à la base de la transaction, le montant de la transaction et l'objet de la transaction. Donc 4000 ans pour arriver à cela. Enregistrer les transactions. Déjà, à ce temps-là, les lois existaient. Et c'est encore en Mésopotamie, dans ces régions-là, plusieurs codes de loi ont été trouvés. Et ces codes de loi étaient dans une forme, ce qu'on appelle casuistique. Les informaticiens comprennent cela. C'est le case et le case. Case ceci, faites cela. Case cela, faites ceci. Et en fait, les lois que nous avons traduites en français ici. Si le propriétaire ne va pas produire, alors ici, encore une fois, les informaticiens vont reconnaître un schéma conditionnel, le si et ici le alors, si alors. C'était à l'époque ce qu'on appelle the code of law, ou the code is law. Alors comment on va comprendre un code, puisque nous sommes notre informaticien, on peut avoir un petit écart de langage. Le sens donné au mot code ici, c'est celui-là même que nous allons trouver dans les lois. Le code du commerce, le code du travail, le code du statut personnel, c'est de ce code-là que nous sommes en train de parler. Et la loi a commencé il y a très longtemps, et en fait nous avons adopté le format que voilà, si, alors. Et maintenant, nous parlons d'un autre code, nous sommes en train de parler de code informatique. Et nous allons voir que même dans l'informatique, the code is law. En fait, nous voyons ici, donc smart contracts. On va sauter smart contracts, et voilà, c'est du code qui fait loi, qui va établir si oui ou non une transaction va avoir lieu. Et évidemment, c'est venu en chaîne avec la blockchain smart contracts. Alors, en juillet 2017, un peu plus d'un an, il est apparu cette revue dans Sciences et Vie. Et là, on parle de quelque chose que nous connaissons, algorithme. Nous connaissons parce que ça aussi, ça a commencé il y a bien longtemps par un monsieur qui s'appelle Kaolas, qui a donné son nom aux algorithmes, qui s'appelle lui-même algorithmie. C'est comme ça que les Occidentaux l'appellent. Alors lui, il a fait quoi? Il a été coupable justement d'avoir inventé ce que nous appelons les si alors. Sous cette forme-là, nous voyons ici le premier algorithme qui va nous dire comment effectuer la résolution de l'équation de deuxième degré. Alors en arabe, on va trouver le si et le alors sous la forme d'algorithme. Alors on s'est dit, tiens, on peut résoudre des problèmes une fois et pour toutes, tant que nous savions les paramètres. Et pour chaque action, on va faire si alors. Et nous avons en fait réglementé notre vie entière sous forme de si alors. Si tu vas te coucher, tu vas te laver les dents, et après tu vas avoir les dents, tu vas mettre ton pyjama, et après tu vas trouver le temps de ton lit. Donc, voilà. Les codes et les procédures dans les entreprises.
Les recettes de cuisine, nous les avons toutes immortalisées sous forme inouïe, une fois et pour toutes, et nous les avons toutes mises dans une banque des procédures que nous allons appeler des ordinateurs. Et donc, les ordinateurs, en fait, qu'est-ce qu'ils contiennent? C'est des ensembles de procédures sous forme aussi. Alors, nous avons automatisé, en fait, notre vie. Si vous pouvez, s'il vous plaît, faire office de clic. Voilà. Augmenter les algorithmes, même pour les problèmes non structurés, c'est-à-dire même si les problèmes ne sont pas sous forme de si, alors on va essayer cela aussi de les formater sous forme d'algorithmes que nous allons placer. Créer des automates pour dynamiser ces automates. Alors, automate, c'est encore un autre mot que nous avons dans les cours d'intelligence artificielle, d'automate, de langage, des automates. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Nous avions ce qu'on appelle human knowledge, et je l'écris en anglais pour une raison que je vais décliner dans quelques secondes. Et ce que nous avons fait, en fait, en faisant ces algorithmes, en les mettant dans les ordinateurs, c'est transformer ce human knowledge et le transférer en machine knowledge. Alors pourquoi je fais knowledge? Pour éviter le débat éternel en français entre savoir et connaissance, des discussions philosophiques maintenant nulle part aujourd'hui. On va garder knowledge, le même mot pour savoir et pour connaissance. Alors, après, quand nous voulions faire ça dans les machines, nous sommes retrouvés avec de frites automates qui bizarrement ressemblent à l'être humain même de forme. Alors, un clin d'œil à nos amis chrétiens, et Dieu a créé l'homme à son image et l'homme créé l'automate à son image. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Human knowledge, de ce côté-ci, s'il vous plaît, aidez-moi. Et puis de l'autre côté. Alors on se dit, est-ce que nous en sommes là? Est-ce que, puisque toute la connaissance humaine n'a pas été transférée aux machines, peut-être nous en sommes là? Est-ce que la machine en sait plus aujourd'hui que l'homme, qui en est à l'origine? Ou est-ce que nous en sommes là? Peut-être qu'il n'est pas encore trop tard. Nous avons gardé une bonne somme, ou alors quelque part entre les deux. Et puis, quand on regarde l'histoire, c'est les frères Benno Moussa, qui ne veulent pas, ont été au IXe siècle à l'origine des automates. Ils ont écrit des livres que nous avons encore traduits en anglais et en français, qui s'appellent justement Kitab al-Hikmah, que voilà, en arabe. Et puis Jazari aussi a écrit un livre qui s'appelle The Book of Knowledge of Engineers, Kitab al-Ilm, et tout cela, sont des membres de Beit al-Hikmah à Bagdad. Voici la version de Kitab al-Ilm, The Book of Tricks. Plein d'automates et de formules. On va avoir quelques pages. Vous voyez les couleurs, l'art et le temps qu'ils mettaient dans la science infuse, qu'ils pensaient transmettre aux automates. Mais ce qu'ils pensaient faire n'était pas eux, c'était en fait une tentative d'automatiser simplement ce que les humains faisaient pour faciliter la vie des humains. Alors, en 2017, via Global Employment Institute, nous fait un très beau rapport, celui ici et les suivants sont à lire. Il parle de Artificial Intelligence and Robotics and their impact on the workplace. Les interprètes n'ont pas besoin de traduire ça. La différence entre l'humain et la machine ne sera pas uniquement entre prouesses physiques et cognitives. On ne parle pas de connaissances seulement. Le défi se trouve ailleurs, mais essentiellement entre le travail routinier et le travail non routinier. Et justement, le routinier, c'est ce qui se répète, non seulement ce structuré ici alors, mais s'il y a quelque chose qui se répète, eh bien justement, ce sont ces choses-là qu'on met dans les machines. Alors, travail qui se répète et transfert de connaissances sont en train de s'activer ici. Alors, travail routinier, on va essayer de voir. Reculez, s'il vous plaît. Là, le genre de travail routinier, c'est le travail qui aurait dû être fait dans cette vidéo. Vous allez voir qu'en fait, cet être humain est en train d'effectuer un travail très appréciant qui consiste à faire la même chose de manière répétitive. Voilà. Et c'est des humains qui sont en train de faire ça. Ça, c'est le travail routinier. Qui sera le travail des robots s'il ne l'est pas déjà? Tout ce qui est répétitif, tout ce qui est impressionnant. Je ne pense pas que ces êtres humains sont en train de réfléchir beaucoup en faisant ça. Alors, le problème, c'est de voir notre travail, notre tâche disparaître, comme ceci, ou alors remplacé par l'une. Quelles sont les tâches qui vont être remplacées par l'une? Alors, on va voir routine, travail routinier, oui, non. Travail cognitif, oui, non. Alors, comprenez, quand ce n'est pas cognitif, c'est manuel. On va voir cellule par cellule quelles sont celles qui sont compromises. Ici, travail routinier, manuel, automatisable. C'est presque une théorie. Automatisable dans le sens où on va faire par l'automatique.
Ici, c'est un travail routinier, mais cognitif, non manuel. Qui va le faire? On va se dire, ben ça, c'est le travail de l'humain. Pareil ici, et pareil ici, c'est l'état d'esprit maintenant. C'est ce que nous croyons maintenant. En fait, c'est pas si grave, il y a beaucoup de choses que seul l'homme peut accomplir. Alors, si on va voir les données, parce que ici, la Federal Reserve de St. Louis nous a livré des informations sur l'évolution du travail sur les 30 dernières années. Ça, c'est l'évolution du travail du non-routine et manuel. Hein? Il y a une augmentation plutôt probante. C'est ici que nous sommes. On va passer à côté, dans l'autre axe, ici. Et on va voir que toutes les autres sortes de travaux, en fait, ne sont pas très différentes, ou n'étaient pas différentes. Mais quand elles évoluent, le routine manuel est très stable, le routine cognitif est très stable, mais c'est là qu'en fait que la demande d'emploi continue à sévir. Donc, c'est peut-être là que nous devons, nous, humains, nous concentrer. Tout ce qui est non-routine et qui demande de l'écoute. Alors, on va revenir là, ça c'est les routines, ça c'est les routines manuelles, vous allez voir qu'en fait, tout ce qui est routine, c'est le mot-clé, va être automatisable. Alors, si on va voir ça de plus près, est-il possible que nous arrivions à cette situation cauchemardesque? Parce que chaque fois qu'on parle d'intelligence artificielle, toutes les revues, et tout le monde en parle aujourd'hui, il suffit d'ouvrir le web ou Google ou Facebook, tout le monde parle de AI, des prouesses de AI, et beaucoup de gens n'y voient que danger et défis. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Routine cognitive. On va essayer de voir. Alors, en 2015, McKinsey nous sort encore une autre étude qui va nous montrer qu'en fait, même les tâches non routinières et cognitives sont appelées à être grignotées par les automates. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à 75% des activités peuvent être automatisées en utilisant des technologies déjà existantes. Et là, déjà existantes, je ne vous le cache pas, on parle de AI. Et plus bas encore, 60% des occupations qui restent peuvent être automatisées à concurrence de 30%. C'est que maintenant l'automatisation passe en plein. Non seulement on va s'occuper des tâches routinières et manuelles, mais on va aussi se pencher sur les autres, ce qui fait que maintenant on parle réellement d'intelligence, dans le sens humain, artificiel. Alors, ce qui nous amène ce petit jeune homme à nous dire, rather than learning how to solve that, shouldn't I be learning how to operate software that can solve that? Parce que software can solve it. Il n'y a plus de problème que nous allons résoudre. Nous devrons peut-être, clin d'œil mes collègues, arrêter de faire apprendre aux étudiants des algorithmes qui peuvent être effectués par des ordinateurs. Alors, plutôt que d'apprendre comment résoudre ce problème, je vais apprendre comment écrire un logiciel qui le résolve. Et nous sommes encore en train de croire, il faut citer, et nous en avons beaucoup comme ça, que l'intelligence artificielle, c'est de faire essayer de faire des machines, des entités qui pensent comme l'humain, qui pensent comme l'humain. Ici, la référence, c'est l'humain. Comme le voyons ici, think and behave like humans, quelqu'un can think like humans. On va ajouter une deux en français si on peut, si ça passe, s'il vous plaît. Pense comme des êtres humains, encore un autre en haut. Pense comme des humains. Et ça, c'est l'erreur, c'est justement, on croit qu'une machine pense comme des humains. Le problème est tout autre, comme nous allons le voir. Suivant, s'il vous plaît. Suivant. S'il vous plaît. Alors, en 97, ça a commencé, c'est là que nous sommes rendus compte que l'intelligence de la machine est tout à fait différente de ce que nous pensons, et ça a commencé lorsque elle a affronté le génie des génies, Garry Kasparov, qui était le maître d'échecs à l'époque. Il a joué contre un supercalculateur Deep Blue de l'époque, et évidemment, si vous vous rappelez, il y a eu 6 rounds. Kasparov gagne, Kasparov perd, nul, et Kasparov perd. Rien qu'à regarder cela, ça vous jette des frissons dans le dos. Ici, Kasparov gagne, ici il perd, l'ordinateur sait comment lui gagne, il sait comment il gagne, et il perd du temps comme dans un match de football, le gagnant perd du temps à la fin de la match. Qu'est-ce qui s'est passé? La première vengeance de l'homme, c'était d'envoyer l'ordinateur au musée, où il n'a plus bougé. Et là, on comprend en fait que Deep Blue, l'ordinateur, pourrait analyser 200 millions de positions par seconde. C'est 200 millions de positions par seconde, parfois 300 millions. Par seconde. Et c'est 97, et nous sommes 20 ans plus tard. Et il pouvait prévoir 74 coups à l'avance, c'est-à-dire il pouvait aller jusqu'à la fin de la partie, voir ce qui se passe, et revenir et dire bon, c'est peut-être pas la bonne manière de faire. C'est-à-dire qu'il peut jouer la partie plusieurs fois pendant que Garry Kasparov est en train de penser, de réfléchir.
forcément l'ordinateur va gagner, parce qu'on peut dire qu'il va jouer toutes les parties possibles et imaginables et choisir toujours la meilleure. Et il devient incapable. Et c'est ce qui s'est passé. Et depuis, on ne gagne plus avec les ordinateurs. Et on s'est rendu compte qu'en fait, nous nous sommes trompés, nous ne voulons pas faire de la machine quelque chose qui pense comme l'homme, parce que la machine ne pense pas, elle calcule. Et elle a gagné par le calcul. Et la question qui se pose, c'est est-ce que les machines pensent? Et encore un autre numéro de Sciences Physiques 2002, celui-ci, qui nous révèle que l'intelligence dévoile enfin sa vraie nature, toute pensée est un calcul. Et là, nous sommes surpris parce que nous ne pensions pas que ça pourrait être ainsi. Et là, le danger a commencé parce que le calcul, c'est l'affaire de l'ordinateur. Et on ne peut pas battre l'ordinateur. Et il calcule si rapidement qu'il nous donne l'illusion d'une pensée. Est-ce qu'on peut donner l'illusion de l'intelligence sans être intelligent? Est-ce qu'on peut donner l'illusion de l'intelligence sans calculer? Certains d'entre vous ont peut-être pas entendu parler de Hans de Manin, le cheval de 1910, qui, à chaque fois qu'on lui donnait une opération à effectuer, il trouvait la réponse. Il calculait, multipliait, divisait, et même il écrivait. Les gens lui demandaient des noms. Et on s'est dit que c'était son maître qui était en train de passer la réponse, et on a changé de maître. Et pendant des années, les gens croyaient que ce cheval était inventé ou possédé. Et après un certain nombre d'années, on s'est rendu compte en fait que ce cheval était doté d'une capacité inconnue de l'homme, celle de lire sur les comportements et les visages des humains. Il devinait la réponse parce que, où la trouvait-il, là où elle était, l'humain lui posait des questions. Et depuis, les psychologues s'occupent de ce qu'on appelle maintenant l'effet Hans de Manin, le clever Hans effect en psychologie. Comment est-ce qu'on peut deviner des réponses à partir des expressions humaines, s'il vous plaît. Alors là, 3 par 3, c'est 9. Hans le cheval, ça s'est compté ici, l'histoire pour ceux qui voulaient s'y pencher. Et on revient à notre couverture ici. Nouvelle intelligence est née. Et on va voir des exemples pourquoi il parle de nouvelle intelligence. Ici, un problème a été donné au bout lui on dit est-ce que les fenêtres portent des rideaux? L'humain va tout de suite se concentrer sur les fenêtres. Suivant, s'il vous plaît. Ici, c'est l'humain, et l'attention, le focus sur les fenêtres. Suivant, on va voir l'ordinateur, où est-ce qu'il va se concentrer? Sur les draps du lit. Comment se fait-il qu'il ne regarde pas les fenêtres? Parce qu'il pourrait être occupé. L'ordinateur va regarder les draps du lit, et s'il y a un reflet de lumière, il y a de la lumière, il n'y a pas de rideau. Un autre exemple, ici c'est Google, qui a conçu un programme pour reconnaître des animaux. Alors, quand on regarde une image comme celle-là, pour savoir si oui ou non c'est un lion, un être humain normalement constitué, va regarder si oui ou non l'animal porte une crinière. Et bien, le robot, non, lui, il va regarder plutôt les yeux, parce qu'il a peur de se tromper, parce qu'il y a un autre animal qui a des crinières, qui aurait pu être pris pour un lion, et s'appelle des chachas. Un autre exemple, s'il vous plaît, le suivant. Comment reconnaître l'âge de l'individu? Un être humain va regarder les cheveux, s'ils sont blancs ou grisonnants, c'est une personne qui est au-dessus de 40 ans. L'ordinateur ne fait pas ça du tout, l'ordinateur va se concentrer sur notre région suivante, il va se concentrer sur le visage et non pas sur les cheveux, mais sur les lobes des oreilles, parce qu'ils se rendent compte avec le temps, parce que c'est des analyses de big data, qu'avec l'âge, les lobes des oreilles des humains commencent à chuter et à pendre et donc à augmenter les tailles. On connaît la musique, comment on sait si c'est du disco, du reggae, du blues, du jazz, de la soul music? Les êtres humains, bon, ça dépend des instruments joués, dirions-nous. L'ordinateur ne va surtout pas se concentrer sur cela. En fait, il va faire quelque chose que l'humain n'a jamais pensé faire, c'est se concentrer sur des sons en dessous des 20 Hz, et c'est à partir de là qu'il peut sans faute définir le type de musique. Et en fait, si on voit, les 20 Hz, c'est à peu près là, ça c'est la zone audible par les êtres humains. L'ordinateur va se concentrer sur les zones qu'aucun être humain ne peut accomplir. On continue pour voir, remember, une nouvelle intelligence qui est née, en fait, nous sommes en train de voir, c'est que les ordinateurs sont en train de créer leur nouvelle manière de résoudre le problème, résolution que nous n'avons jamais mise sous forme de si alors 26. Une nouvelle intelligence est née, on continue pour voir à l'intérieur ce qui se passe. Suivant, s'il vous plaît, encore un coup, et voilà. La première rencontre avec une intelligence planétaire. Maintenant, en fait, nous sommes en train d'étudier, d'apprendre des ordinateurs. Nous sommes en train d'étudier, d'apprendre l'intelligence artificielle. C'est eux qui sont en train de nous dire comment résoudre les problèmes. Ils sont en train de résoudre des problèmes tels que nous ne pourrons jamais imaginer comment le faire. Suivant, s'il vous plaît. Google AI just created its own universal language. Et ça a été le rêve de l'homme.
de créer une langue parlée par tous, on va appeler ça l'espéranto, si vous voulez. Et l'ordinateur que Google a utilisé, que certains d'entre vous utilisent, passe du portugais à l'espagnol ou de n'importe quelle langue à n'importe quelle autre langue en passant par l'anglais toujours. Après un certain temps, l'ordinateur a commencé à traduire directement du portugais à l'espagnol sans passer par aucune autre langue, du moins pas celle programmée par l'être humain. Après investigation, on s'est rendu compte qu'en fait, l'ordinateur utilisait une sorte d'interlangue d'une autre langue qu'il a créée, ce qui nous rappelle, nous informaticiens, un peu l'algorithmique et le P-code. En fait, c'est un langage qui n'est pas langage, mais qui nous permet de passer de la pensée humaine à la pensée machinale. Alors, et cette interlangue va permettre aux robots de faciliter sa tâche et de passer de n'importe quelle langue à n'importe quelle langue. Il n'y a plus de portugais, espagnol, via l'anglais, c'est n'importe quelle langue à n'importe quelle. L'ordinateur a réussi à comprendre le sous-bassement latent des langages et des idiomes utilisés dans toutes les langues, et donc constitue une base de données en taille infinie qui permet de parler n'importe quelle autre langue sans savoir pour autant ce qu'il est en train de dire. Si on peut passer. Ça n'était rien d'autre qu'un esprit. On peut jouer avec lui. Ce qu'il est en train de dire là, c'est qu'au début, ils ont créé une machine, et la machine commençait à discuter avec l'être humain au premier jour, au deuxième jour, continuait à poser des questions, au troisième jour, on commençait à poser des questions un peu plus intelligentes, bref, au huitième jour, la machine ne parlait plus, parce que l'être humain ne comprenait plus ce qu'elle disait, et la machine ne pouvait plus aucun gars à parler à l'être humain parce qu'elle savait tout ce qu'il savait et bien plus. Et c'est là qu'en fait, on a commencé à parler du calcul en France, et ça, c'est un clin d'œil pour un de nos amis chrétiens, la tour de Babel, la réunification des langues humaines sous la forme d'une machine, et cette langue humaine va en fait remplacer toutes les autres, et elle a été créée par une machine. Alors plutôt que de traduire d'une langue à une autre, on utilisait des traducteurs qui est là. On passe, et ça nous rappelle ce que M. Albert Northwhite avait dit, de très profond d'ailleurs. Civilization advances by extending the number of important operations which we can perform without thinking about them. La civilisation, c'est combien de réflexes innés nous sommes en train de nous approprier sans y penser. C'est un peu ce que nous appelons l'intuitif, c'est un peu ce que nous appelons l'instinctif. Et plus la civilisation avance et plus l'instinctif a augmenté, sauf que les mots-clés ici, les suivants, ce sont civilisation, le suivant s'il vous plaît, operations and thinking. Et on parle de think digital. Thinking digital. Le thinking, ce n'est pas nécessairement l'intelligence. Alors, civilization, on va revenir au début, s'il vous plaît. La civilisation, ça a commencé ici, c'est là que ça a commencé. Le code suivant, s'il vous plaît, c'est là que ça a commencé, n'est-ce pas? Le code is law suivant, s'il vous plaît. Code is law. Voilà. On va aller de Babylone, civilisation, des opérations, le code et la boucle est bouclée. Et là, je me rends compte que je suis en train de prononcer un autre mot-clé pour les informaticiens. Boucle et bouclée. Et ce sera peut-être l'objet de la prochaine présentation. Et voyant tout cela, nous nous rendons compte finalement que si le thème est réellement digital, we have to mean it. Nous devons le faire. Je n'ai pas l'impression que nous sommes en train de le faire. Ceux qui savent ce qu'ils sont en train de faire vont nous dire we don't have time to act, we have to act. Ceux qui sont en train de dire encore wait and see, ils n'ont rien compris. We don't have time to wait, we have to see directly. Et c'est la boucle que je suis en train de vouloir communiquer à travers cette présentation. Mon nom est Mohamed Louedi, je vous remercie de votre attention. Tout ça fait plaisir et fait peur aussi, c'est clair net. Mais là, ça m'a tellement évoqué des films connus comme Blade Runner, comme Matrix, où la machine prend possession de l'humanité. On espère qu'on ne va pas arriver là. En fait, comment on pourrait y arriver? Si la machine est tellement intelligente, grâce à son machine learning, pour avoir la capacité non seulement de calculer des opérations, mais aussi d'arriver à avoir une émotion. Si l'émotion est aussi une somme d'opérations, ça pourrait être le cas. Alors pire que ça, si elle arrive à calculer le plaisir. Et là, le plaisir humain explique notre humanité, notre faiblesse, le fait que vous soyez arrivé pour la plupart très en retard, et qu'on vous aime quand même. Et bien si la machine est capable de ça aussi, ce sera un grand problème. Alors, l'IA, l'intelligence artificielle, elle est déjà dans vos téléphones.
Ça, vous le savez, aujourd'hui, pour prendre des photos, la plupart des grands fabricants de téléphones arrivent à penser à la place de l'homme. Vous n'avez qu'à appuyer sur un déclencheur, vous faites toutes les opérations qu'il faut pour réaliser une belle photo. Google, dernièrement, a sorti le Pixel 3 et c'est encore extraordinaire la dynamique qu'ils arrivent à sortir. Même le cadrage, ils changent le cadrage pour que vous ayez le bon cadrage qu'il faut pour avoir une belle photo. C'est pour vous dire que la machine, parfois, elle se dit l'homme n'y parvient pas, et bien je vais compléter l'homme et pas le remplacer. Il y a aussi des neural engines dans les processeurs aujourd'hui. On essaie d'avoir des méthodes de calcul qui ressemblent plus au calcul humain, et ça c'est intégré dans les processeurs. Donc c'est génial, on est à une époque qui est très très belle. Alors, parce que ceci n'est pas suffisant, il faut aussi que l'humain décide aujourd'hui. Le sort de la machine, du moins aujourd'hui, dépend de l'humain. Donc on va passer quand même à une partie où on décide, où les managers sont là pour prendre les grands choix, pour opérer cette transformation digitale tellement importante et intéressante. On va avoir le sang des chefs d'entreprise, ceux qui aujourd'hui prennent les bonnes décisions pour pouvoir faire en sorte que leur entreprise passe le cap de la transformation digitale. Alors, je vais prendre la scène et appeler avec nous à nous rejoindre nos premiers panélistes de la journée. Je vais m'installer sereinement au beau milieu de la scène. Et je vais appeler à nous rejoindre Monsieur Mondolazzelli, le directeur général de l'UIB. Mondolazzelli, qui nous rejoint. En toute élégance, comme d'habitude. Monsieur Mahdi Marjoub, le directeur général de Kia Tunisie. Les SUV Kia intègrent tellement de nouvelles technologies, on pourrait nous en parler un peu aussi. Le plus portage des panélistes. Et puis, et pas des moindres, Monsieur Chiheb Ben Ahmed, le directeur général de Bouygues Group Holding. Alors, vous allez remarquer qu'il y a une chaise qui est vide. Monsieur Mesbeh Lely n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. On espère pouvoir l'avoir peut-être vers la fin du forum. Allez, on va s'installer et démarrer ce débat, cette discussion, en espérant bien sûr après pouvoir vous donner la parole dans la salle. Donc, s'il vous plaît, préparez les micros dans la salle, comme ça on pourra prendre dans les 5-10 minutes de questions-réponses avec nos panélistes. Alors, je vais commencer par m'adresser à M. Mahdi Marjoub, directeur général de Kia Tunisie. Déjà un premier mot par rapport à la priorité de la transformation digitale. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est déjà une opération en cours? Est-ce que c'est une réflexion? À quel stade sommes-nous exactement? Et merci de m'envoyer un autre micro, s'il vous plaît. Merci. Donc aujourd'hui, la transformation digitale dans l'entreprise, à mon avis, elle est plus qu'indispensable et plus qu'urgente, parce que justement le comportement du consommateur a parfaitement changé. Le consommateur a besoin d'avoir l'information très rapidement, et là où il est, chez lui, au bureau, dans tout. Il ne faudrait plus se déplacer pour avoir l'information. Donc il y a une transformation dans le besoin, dans le comportement. Et donc aujourd'hui, le téléphone il est connecté, l'ordinateur il est connecté. Donc même l'information avant, donc le client, le consommateur, il attendait l'information, par exemple, du journal de matin. Il attendait le journal de demain. Aujourd'hui, il est assoiffé d'avoir l'information. Et donc, il est toujours à la recherche de l'information, et c'est ce comportement-là qui nous a poussé à penser à suivre cette évolution-là, évolution du besoin. Et à partir de là, donc même les canaux de communication dans l'entreprise ont changé, même les médias, les journaux ont disparu, quasiment, les journaux électroniques. Les radios restent ça. Les radios restent, et même les radios ils ont leur page Facebook et communiquent autrement. Donc aujourd'hui, c'est pour vous dire que c'est une impératif.
un impératif de suivre cette demande et cette évolution rapide, un besoin d'information. Le client, par exemple, pour la voiture, pour l'exemple des voitures, aujourd'hui, on a la possibilité d'envoyer le showroom chez le client. Donc, le client ne vient plus chez vous pour choisir sa voiture, donc pour faire un comparatif, pour faire une configuration de la voiture, choisir la couleur, demander un devis, demander le financement. Tout ça se fait aujourd'hui à distance. Le client est chez lui, il est dans son bureau. Donc ça facilite amplement la relation entre le client et les fournisseurs. Et donc, à mon avis, tout ce qui est service, les relations commerciales, passe impérativement aujourd'hui si on veut performer par la transformation digitale. Monsieur Maclou, ceci ne signale-t-il pas quand même le retard qu'on a occasionné? Parce que si on est en train de réagir aux besoins du client, parce que quelque part, on n'a pas été là avant qu'il en fait, signale ce besoin-là. C'est-à-dire que la technologie est bien quand elle arrive à créer des besoins. Déjà, je crois que le besoin est déjà là, le consommateur a presque précédé les entreprises. Certainement, même aujourd'hui, on est en retard. La prise de conscience. Par exemple, le canal de communication de Facebook, c'était avant, quand il a été créé, c'était peut-être pour créer des relations, des amitiés, partager des photos, partager des bons moments. Mais là, aujourd'hui, on prend conscience que Facebook est là, des premiers canaux de communication, que ce soit de promotion ou d'information. C'est la plus rapide et c'est c'est rapide et contagieuse. Quand on partage une information. On va utiliser un terme plus informatique viral. Exact. et donc, personne ne pensait, je pense, du moins moi, que Facebook allait faire ce phénomène-là de communication. Donc, et aussi, il y a d'autres réseaux comme LinkedIn, comme Twitter, comme les chaînes YouTube aujourd'hui, les clients sont avertis, consultent ces canaux-là pour s'informer. Alors là, on est vraiment dans le digital plutôt front office, donc de communication. On sait que le digital, aujourd'hui, il intègre les strates de l'entreprise. Le digital est là même parfois pour repenser le métier de l'entreprise. Comme on sait à Chinel de Nachman, pour dire que j'ai introduit la co-branding, parce que je sais parfaitement aujourd'hui que le groupe Wina aussi, aujourd'hui, évolue à des opérations qui sont dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, pour pouvoir gérer toutes ces opérations, il faut absolument qu'il y ait des liens, qu'il y ait des liens forts, qu'il y ait des liens intelligents. Et je crois que le système d'information est là pour remplir cette position de cohérence. Absolument. Donc, de toute façon, Wina a été créé depuis 1967. Donc, elle emprunte un deuxième cinquantenaire. Je dirais que c'était parmi les précurseurs de faire de l'informatique son cheval de bataille. Donc, elle était parmi les premières entreprises tunisiennes à acquérir le IBM 36. Là, c'était un IBM 36, c'était à l'époque des cartes perforées. Donc, le fondateur de Wina s'appelle Marielle. Vendu une nouvelle technologie, ce qui fait que je trouve que Wina était toujours en avance. Aussi, je dirais que le fait que Wina est présent dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs industriels, ce qui crée la richesse de Wina, ce qui crée aussi cette capacité de faire l'intégration. Donc, lorsqu'on parle de l'intégration au niveau industriel, il faut faire de telle sorte que l'outil informatique suive. Donc, en termes de système d'information, Wina a mis en place un système d'information. Je dirais qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes capables de faire de notre quotidien. Donc, nous suivons la production, dans tous les ratios de consommation énergétique, la clientèle, le chiffre d'affaires, les ventes, etc. Les réclamations clients aussi. Concernant la transformation digitale aussi, c'est une anecdote. Il se trouve que nous sommes lancés dans ce qu'on appelle l'industrie 4.0 sans nous rendre compte.
fait, le nouveau-né, l'usine de l'aliment de Phoenix, c'est une usine qui produit 1200 tonnes par jour. Juste à côté, il y a une usine qui produit aussi la même quantité en termes d'aliments qui est destiné au bétail. Donc, cette usine initiale, elle avait pratiquement dans les 300 ouvriers. La nouvelle usine fait fonctionner uniquement une dizaine d'ouvriers. Donc, avec un tonnage équivalent, qui pourrait être bien sûr amélioré. Cette usine est complètement automatisée, complètement automatisée. Donc, nous avons un reporting qui se fait sans aucune intervention humaine. C'est le cas aussi de plusieurs secteurs. Donc, je vois qu'il n'y a pas des socialistes dans la salle, hein, il n'y a pas eu de rumeur, ça va, c'est bon. Il y a aussi le domaine de l'élevage, pratiquement tous les nouveaux centres qui ont été surtout construits après la Révolution. C'est des centres d'élevage qui sont complètement assistés par l'ordinateur. Donc la conduite d'élevage, c'est l'ordinateur, c'est lui qui pilote toute l'opération de l'élevage. Donc l'aliment, les conditions de vie du poussin, l'aération, la ventilation, l'humidité, et nous suivons pratiquement donc, jour par jour l'évolution du poussin jusqu'à ce que passe la production. Et le taux d'oméga 3, rassurez-nous. Ah oui, d'accord, ben, quelque part ici, j'aime cette relation un petit peu intuitive avec 4.0, la relation intuitive avec le système d'information, c'est que, en fait, le système a été là pour répondre à un besoin. C'est le besoin qui a fait que vous allez dans cette direction sans attendre même la vague, ou un petit peu, on va dire, la mode du digital. Aujourd'hui, le digital a été une solution à ce besoin de rapidité, à ce besoin de communication au sein d'entreprise. Effectivement, donc, le fait de s'orienter vers l'industrie 4.0, ce n'est pas une chose, c'est une obligation. Parce que notre priorité, c'est tout d'abord fournir un produit de qualité. Un produit de qualité qui répond aux normes internationales. Nous sommes dans un environnement très compétitif. Nous sommes aussi dans un environnement qui est très exigeant. Mais aussi, nous subissons des aléas du marché international. Comme vous le savez, 80% du coût de production de la poule, de l'œuf, c'est d'aliment. Donc, lorsqu'on parle d'aliment, la matière première est importée de l'étranger. Donc, c'est des devises. Avec ce que nous subissons de nos jours, la dépréciation tribunale, les aléas du marché, donc il faut voir comment est-ce que le prix du produit fini sera. Donc, de ce fait, nous étions obligés, bien sûr, d'adopter une nouvelle technologie, d'adopter l'industrie 4.0, et l'objectif c'était de maîtriser le coût. Et de nos jours, nous maîtrisons le coût. Ça, c'est un fait, vous le constatez, bien sûr, c'était prévisible dès le départ, c'était prévisible par la fin surtout, c'est la limitation du quota, mais ça va se passer, Inch'Allah, d'ici la fin de l'année, la situation va. Comme le dirait Marc-Antoinette, consommant des œufs de caille. Alors, je vais passer à M. Montarazzelli, le directeur général de l'UIB, pour placer encore cette idée importante de priorité, parce qu'on a envie de sentir l'urgence. Hier, on a parlé de cette urgence, il faudrait qu'on la sente aussi dans l'entreprise tunisienne. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'appareil, dans les processus que vous êtes en train d'installer, il y a des processus qui sont pensés pour la transformation digitale? Est-ce que c'est un process que vous suivez au jour le jour? Est-ce que le directeur général aussi, aujourd'hui, est conscient, il laisse faire, en général, des DSI? Aujourd'hui, le directeur général doit être non seulement conscient, mais il doit être à l'impulsion de la transformation. Et en cela, c'est un changement assez fondamental au fond dans la relation que peut avoir le directeur général avec la DSI ou le DSI, on va dire à travers les décennies passées. Quand on regarde les transformations technologiques du XXe siècle, elles venaient sur proposition du DSI. Quand on passe des transistors aux microprocesseurs, etc., c'est l'initiative d'un changement technologique venait plutôt du DSI en accompagnement de ces évolutions technologiques et le premier responsable de l'entreprise validait à un moment donné le passage à une nouvelle technologie. Aujourd'hui, en espérant ne pas être même compris que le digital est une affaire qui est trop importante pour la laisser aux seules mains des DSI. C'est une question de survie pour l'entreprise. Complètement. Et donc,
le directeur général doit d'abord prendre conscience que c'est un sujet qu'il connaît mal, qu'il comprend mal. Et sa première responsabilité, c'est de s'informer sur ce sujet, de suivre ses capteurs, et de s'immerger dans la question de la transformation digitale, et d'essayer de se poser un certain nombre de questions fondamentales, du type qu'est-ce que mon client achète vraiment chez moi? Où se situe la valeur chez moi? Qu'est-ce qui peut discuter de manière fondamentale dans le business? Est-ce que une transformation digitale, c'est un comportement, ou encore pire, un entrant nouveau sur mon marché qui est nativement digital, peut fondamentalement discuter mon business et m'amener dans une zone de risque pour ma survie. Et ça, ce sont des questions qui fondamentalement ne peuvent qu'être posées par le directeur général. Très pratiquement, aujourd'hui, ceci se porte de ce que vous faites durant la semaine. Est-ce qu'il y a une réunion organisée autour de cela? Est-ce qu'il y a une task force qui a été installée pour la transformation digitale? Est-ce que c'est un process plutôt, on va dire, informel? C'est un process formel, bien étudié, que vous suivez opération par opération? Fondamentalement, d'abord, il faut s'astreindre à une certaine discipline par rapport au digital. Et moi, à titre personnel, je mesure le temps que je passe sur la question du digital et je considère que si j'y passe moins de 20% de mon temps sur une semaine, d'un mois, c'est que je suis en train d'hypothéquer dans une certaine mesure l'avenir de l'emploi. Et donc, ça se mesure en termes de temps qui est consacré évidemment à des réunions avec le suivi de processus ou de suivi de transformation ou des questions opérationnelles, mais aussi à des questions plus stratégiques qui sont des discussions avec des gens qui en connaissent plus sur les sujets que moi, des lectures sur le sujet de la transformation digitale, de l'expérimentation, des immersions dans des labs d'innovation, le fait de visiter des entreprises qui sont plus à la pointe, etc. Donc il y a cet aspect-là, et puis il y a l'aspect de cadencer effectivement en termes de travail quotidien pour s'assurer que cette dynamique de transformation ne s'arrête pas, ne soit pas sujette à des stop and go. Et ça, ce sont des réunions périodiques dans la semaine qui consistent à suivre les grands chantiers digitaux, à s'assurer que l'allocation de ressources, et notamment les investissements, et dans les investissements en ce qui concerne la transformation digitale, la partie humaine est la partie la plus essentielle, je crois. Est-ce que vous avez les bonnes compétences? Est-ce que vous avez les bonnes personnes pour diriger cette transformation, pour l'imaginer, pour la mettre en œuvre? Est-ce que vous êtes en train de recruter aujourd'hui des profils qui vont pouvoir, sur 10, 15, 20 ans, s'adapter à la transformation des métiers que le digital va induire? Est-ce que vous êtes en train juste de recruter des profils d'hier pour faire le travail d'aujourd'hui, mais sans doute pas le travail de demain? Donc ça, ce sont des questions très opérationnelles qui, au fond, infusent l'ensemble du travail du directeur général et qui concernent directement la transformation digitale. J'ai l'impression qu'on est en train un petit peu d'exagérer parce que c'est comme s'il y a une ère qui est passée et une nouvelle ère qui s'installe, mais je crois qu'il y a des métiers qui ont disparu, on s'en rend pas compte à cause de cela. Aujourd'hui, le commerce tel qu'on l'a toujours connu va disparaître, c'est clair et net. Et ça, c'est un métier avec des gens qui mettent beaucoup d'argent dedans, donc si on ne se réveille pas assez tôt, eh ben, on sera complètement, bien sûr, avalé par des grands mastodontes aujourd'hui, des pure players, si vous plaît, qui n'existent que au format digital. Alors, Simone Marjou, toujours cette question d'organisation et de place transversale de la transformation digitale. Aujourd'hui, on ne peut plus penser à la transformation digitale comme la responsabilité du DSI seulement. Je crois que ça implique toutes les opérations. Donc, il y a un savoir-faire aussi qui vient des différentes strates d'entreprise qui doivent être prises en compte. Alors, est-ce que quelque part, aujourd'hui, vous avez ce task force qui essaie de faire, bien sûr, mettre le DSI au centre, où il y a plusieurs autres intervenants qui participent à cette transformation? Alors, je vais peut-être partager un peu l'expérience qu'il y a aussi dans ce domaine. Donc, le déclenchement, déjà, s'est fait par la prise de conscience du management de l'importance de la digitalisation de l'entreprise. Donc, ça, c'était l'élément déclencheur. Après, donc, on a analysé les besoins du client. Qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il cherche. Donc, en fait, c'était pour répondre. Il n'y a pas que les clients ventes, il y a les clients après-vente, les clients. Donc, c'était les clients. Il y a aussi
aussi les partenaires, donc tous ceux qui travaillent avec nous. Et qu'est-ce qu'ils voulaient? À titre d'exemple, par exemple, notre agent a besoin de savoir si la pièce de rechange elle était disponible ou pas, et c'était quoi le prix. Avant, il appelait au téléphone ou envoyait un fax. Aujourd'hui, il a un accès direct à la base. Il y a chez Monstre des années qui est là, donc on va parler de facture digitale aussi, quand même, c'est important. Donc, ce n'est pas uniquement orienté client, mais comment répondre le plus efficacement possible, le plus rapidement possible aux besoins du client. Et donc cette analyse-là, après, donc, il y a une feuille de route, donc tout un programme, comment on va faire, qu'est-ce qui est plus urgent à mettre en place. Une fois tout ça établi, il fallait incorporer l'ensemble des employés dans ce projet-là. Parce que, comme vous dites, même si le CEO est conscient, même si le DSI est conscient, sans les collaborateurs, le projet ne marchera pas. Donc, on a commencé à les former. Pourquoi? Qu'est-ce qui va être le rapport? Est-ce que ça va apporter à l'entreprise? Donc, troisième point, c'est former les personnes. On ne va pas mettre des outils sans que le personnel ne soit formé au préalable. Sinon, le projet donc, former et les impliquer, même dans les prises de décision, même dans les process, même dans l'élaboration de cette refonte-là. Et donc, bien entendu, après, c'est alloué. Il faut être conscient aussi qu'il ne faut pas juste laisser les projets comme des process, des procédures écrites, mais il faut préparer le budget nécessaire pour ça. Il faut s'assurer que c'est assez rentable. Donc il y a un budget spécifique à la transformation digitale, accompagnant en parallèle le budget opérationnel classique. Un simple exemple, un CRM. Avant, on recevait les réclamations, très peu de réclamations, ou bien des demandes de devis, c'était inscrit sur un papier ou bien transféré par téléphone du centraliste. Aujourd'hui, avec le CRM, donc tout est tracé, tout est écrit. On a l'obligation de répondre. On a des réponses, combien le client a appelé, combien le client a réclamé et combien on a pu traiter comme réclamation et résolu comme demande. Donc tout ça, non seulement ça aide à la décision, et ça vous donne une idée, une visibilité sur toute l'activité de l'entreprise très rapidement. Donc non seulement ça répond aux besoins du client, mais aussi ça vous donne une idée précise de la gestion de votre entreprise. Alors, il y a cette idée quand même sempiternelle de la relation dans, on va dire, le processus de décision entre le DSI et la direction générale. Est-ce que la décision va venir du DSI parce que c'est un pôle de savoir-faire, c'est un pôle donc, très technique, très spécialisé, et c'est à lui de prendre une décision, ou bien c'est une décision liée aux besoins évidemment de la direction générale, en quelque sorte c'est l'œuf ou la poule avant, donc c'est tout à fait normal que je pose la question à ce chef-là. C'est les deux à la fois. Moi, je pense que lorsqu'on parle de transformation digitale, c'est avant tout managérial. Donc, je prends le cas de Kina, et là, c'est une expérience que nous vivons tous les jours. Notre digitalisation ne se fait pas de façon isolée. Elle se réalise d'une manière collective. Lorsqu'on parle de DSI, le cas de DSI de Kina, il est plus appelé à gérer, à capitaliser sur les nouvelles opportunités. Nous constatons aussi que l'utilisation des nouvelles technologies a conduit à une transformation digitale, ça nous le vivons tous les jours. Nous avons prouvé notre capacité à faire de telle sorte que tous les métiers agissent dans la même direction. Donc, les technologies ont beaucoup évolué ces dernières années. Ce que nous sentons aussi, c'est que, et là c'est réellement la touche de la direction générale, c'est faire de telle sorte que lorsqu'on parle de transformation digitale, c'est en fait une transformation de la culture d'entreprise.
c'est un travail de tous les jours que la direction générale suit de près. D'accord. Alors, par rapport à la place et aux attentes du DSI aujourd'hui, on sait parfaitement, et là, vous avez quand même tous les DSI dans la salle, il faut mesurer ce que vous allez dire, hein, n'est-ce pas? Alors, en quelque sorte, il y avait le DSI classique auparavant, qui était directement informatique. Il y avait des dénominations différentes pour les entreprises, et ce dont on attendait, c'est d'avoir un outil informatique fonctionnel. Après, le cloud était là, après, bien sûr, on avait la possibilité de gérer ces opérations et de les avoir plutôt dans le cloud qu'au niveau de l'entreprise même. Et là, le DSI, on a senti qu'il a pris du muscle. Mais aujourd'hui, je crois que les attentes sont différentes. À l'ère de la transformation digitale, le DSI peut décider de l'avenir de l'entreprise et des opérations qui sont effectuées au niveau de l'entreprise. Le DSI peut faire en sorte qu'on aille dans une direction plutôt qu'une autre. Alors, quelles sont vos attentes aujourd'hui par rapport au DSI? Quelle sorte de feedback vous avez besoin de savoir? Effectivement, comme vous l'avez dit, le DSI, il y a quelques années, c'est un DSI qui est là pour gérer, pour manager, pour administrer les équipements réseau, les routeurs, les switches, les serveurs ordinateurs, etc. Faire l'exploitation aussi. Et on sentait qu'il n'y avait pas vraiment une communication fluide entre l'utilisateur final de l'informatique et le DSI. C'était deux mondes qui sont complètement isolés. De nos jours, avec la transformation digitale, ce que nous voyons, ce que nous sentons, ce que nous constatons, c'est que le DSI s'approche de plus en plus du métier. Donc là, le DSI il est à l'écoute de l'utilisateur de l'information. Donc il est là pour faire de telle sorte que l'information doit préparer et mettre à disposition de l'utilisateur, c'est au DSI de fournir cet effort. Donc de ce fait, il y a une transformation, une mutation où le DSI, comme vous l'avez dit, il est étoffé, donc il n'a pas de connaissances dans les nouvelles technologies, mais il s'approche de plus en plus du métier. Donc il est là pour fournir